J'appelle maintenant Hervé Gillet, qui est un des plus fins observateurs du canyon depuis de nombreuses années. Personne mieux que Hervé ne connaît la tête du gouffre. Et là, il nous a préparé une préparation aux petits oignons. Donc, je vous demande d'applaudir Hervé Gillet. Bien, bonjour, merci encore pour l'invitation Hugo, c'est toujours un plaisir de revenir ici depuis 2015. Donc tous les ans, à chaque fois que je viens, j'essaie de vous présenter, revenir sur des choses que le public change, donc les gens n'ont pas forcément vu. Et puis je mets un point d'honneur aussi à présenter des choses nouvelles. Ça tombe bien parce que tous les 2 ans, c'est à peu près la vitesse à laquelle la science avance, et donc voilà, tous les 2 ans, systématiquement, j'ai des choses nouvelles à vous présenter. Et là notamment, j'ai des choses plutôt pas mal. Ici, on est sur les roches du Prat. On va voir ce que c'est que ces petits points de couleur que j'ai représentés ici dans l'eau. Ma présentation s'appelle Toboggan et Jacuzzi. Toboggan, vous connaissez, c'est le canyon lui-même. Jacuzzi, ben voilà, c'est ce dont je vais parler. Alors, Jean-François nous a mis un petit peu à la bouche, nous a montré quelques images du gouffre, et puis moi j'en profite, je rebondis. On va remettre tout ça un peu dans son contexte, redimensionner pour vous rappeler un petit peu quel objet exceptionnel est ce gouffre. Vous avez ici une image 3 dimensions du golfe de Gascogne, avec ici la partie à terre, les Pyrénées, prolongement ici du côté de la côte basque. Alors quelques repères, on a ici le bassin d'Arcachon, Cap-Breton est ici, et puis après la côte basque, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, San-Sébastien, Bilbao, et Santander, au droit duquel le canyon en fait fait un coude à 90 degrés et repart complètement vers le nord. Alors, effectivement, Jean-François a aussi insisté, il y a des objets morphologiques classiques qu'on va rencontrer sur toutes les bordures des océans mondiaux. Donc ce qu'on appelle le plateau continental, qui est la zone peu profonde, qui va entre la côte 0 m et jusqu'à, ici dans le golfe de Gascogne, 150-200 mètres de profondeur. Et puis, dans le cas du golfe de Gascogne, il y a un objet un peu particulier qu'il n'y a pas forcément ailleurs sur les pentes continentales. C'est un plateau qu'on appelle marginal, qui appartient à la marge continentale. Et ici, c'est le plateau marginal landais. Je ne sais pas si vous connaissez cet objet, qui est grosso modo entre 1000 mètres et 2000 mètres de profondeur, avec des objets là-dessus, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Et puis ensuite, la fameuse plaine abyssale, là, qui est tout en bleu. Donc, bleu, c'est profond ici, et comme l'a indiqué Jean-François, on est environ à 4000 mètres de profondeur pour la plaine abyssale du golfe de Gascogne. Et puis, ce dont Jean-François nous a aussi parlé, c'est que entre le plateau et puis la plaine abyssale, généralement, il y a une pente qu'on appelle le talus, et qui généralement, un peu partout autour du monde, est entaillée en fait de canyons standards, des canyons qu'on appelle de rebord de plateau, des canyons de talus. Et Jean-François nous a montré des belles images tout à l'heure, des vidéos prises dans certains de ces canyons. Là, j'ai vu le canyon du Guilvinec, le canyon de Morgat, donc qui sont un peu plus au nord, là, sur le rebord du plateau armoricain. Et donc là, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on a, dans ce schéma classique ici de marche continentale standard qu'on va trouver partout autour du monde, on s'aperçoit que dans le fond du gouffre du golfe de Gascogne, il y a un objet complètement qui ressort complètement du lot, qui est le canyon de Cap-Breton, que vous appelez ici le gouffre. Okay, donc un objet tout à fait particulier, qui commence à environ 10 mètres de profondeur, on va le voir à une très très courte distance de la côte, qui va entailler le plateau continental, et puis également ce plateau marginal landais sur environ 300 km de long. C'est très méandriforme, ça s'apparente au cours d'un fleuve. Et puis ça oblique donc au niveau de Santander complètement vers le nord. D'ailleurs, les Espagnols appellent ce canyon-là, cette partie-là, le canyon de Santander. Bon, c'est la même entité, c'est le canyon du Cap-Breton. Et puis ça se termine au large. Le canyon, j'entends, se termine à environ 4000 mètres de fond. Et comme l'a montré Jean-François, je ne vous le montre pas ici, mais le système en fait se continue au large, très loin, sur plusieurs milliers de kilomètres, par l'éventail turbiditique profond où en fait les sédiments remaniés dans le canyon vont aller se stocker. Alors ce qui est important en fait, c'est que au large là, le canyon du Cap-Breton va s'associer, va rejoindre un autre canyon qui est le canyon de Cap-Ferré, qui est ce gros objet ici là.
okay, mais qui a été actif par le passé et qui l'est beaucoup moins aujourd'hui. Donc on va le voir, une des spécificités du canyon de Cabreton, c'est que lui, il est actif encore aujourd'hui. Première grosse spécificité du canyon de Cabreton, c'est le fait que sa tête, le début du canyon, remonte très très proche de la côte, ça entaille complètement le plateau continental, hein, assez profondément, et ça remonte jusqu'à 300 mètres seulement de la ligne de rivage. Donc nous on est ici là, vous avez Osgore, Cabreton, le lac d'Osgore et le Casino, où on est ici actuellement. Donc si vous nagez, si vous êtes un bon nageur et que vous allez à 300 mètres des côtes, eh bien vous avez du pied, c'est le début du canyon. Et alors ce type de canyon qui remonte très loin sur le plateau et qui arrive quasiment jusqu'à la côte, le premier qui a été appelé comme ça, c'est le gouffre de Cabreton, et en fait, c'est devenu un terme, on va dire, géomorphologique, et tous les canyons de ce type-là, depuis, reçoivent, on peut utiliser ce terme-là de gouffre pour tous les canyons qui ont ces caractéristiques similaires. Alors, des canyons qui font ça, au monde, il n'y en a pas tant que ça, enfin, des connus et étudiés, il n'y en a pas tant que ça. Alors, là, ma liste n'est pas exhaustive, mais je vous montre les principaux qui sont étudiés et qui sont bien connus. Un des plus connus et des plus étudiés, c'est le canyon de Monterey. Il est très connu parce qu'en fait, il y a ici un institut qui s'appelle le Henbury, qui est associé à un aquarium célèbre des États-Unis, où en fait, ils ont tout un tas d'instruments, de sous-marins, de bateaux qui vont très 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 régulièrement étudier ce canyon. Et donc, il y a de très très nombreuses publications scientifiques depuis une quarantaine d'années sur le canyon de Monterey, ici en Californie. D'autres beaucoup moins connus, dont un dont nous a parlé Jean-François, qui est sûrement un des plus gros canyons de type gouffre, puisqu'en fait là, la tête du canyon remonte carrément dans l'estuaire du fleuve Congo à terre. Donc c'est peut-être le canyon qui remonte le plus loin en fait sur le plateau, puisqu'il dépasse en fait le trait de côte vers l'intérieur. Donc ça, c'est le canyon du Congo. Et puis il y en a un autre moins connu au niveau d'Abidjan qui s'appelle le Trou sans fond, qui est de dimension plus petite, mais qui est aussi un gouffre. Parmi les plus grands gouffres au monde, il y a aussi, on peut citer les deux énormes canyons qu'on a de part et d'autre de l'Inde, et qui sont associés à ce qui sont les plus grands fleuves au monde, hein, à savoir le système Gange-Brahmapoutre qui draine la partie est de l'Himalaya, et puis l'Indus qui draine la partie ouest de cette chaîne. Et donc ces deux énormes systèmes fluviaux se jettent de part et d'autre de l'Inde, avec ici le canyon de l'Indus, qui est aussi un gouffre, qui remonte très loin à terre, et puis le système Gange-Brahmapoutre, qu'on appelle aussi système du Balkh, qui remonte là aussi jusqu'au delta. Alors c'est assez rigolo de savoir que, moi j'ai beau chercher dans la biblio, ces deux canyons sont très très peu connus, très peu documentés, notamment en termes d'études bathymétriques. Alors pourtant, c'est parmi les deux plus gros canyons de type gouffre au monde. Et puis bien sûr, j'arrête les exemples ici, mais je ne peux pas parler de gouffre et d'exemples de canyons de ce type-là, sans vous parler du canyon de Nazaré, qui est le canyon, on va dire, cousin du canyon de Cabreton, et dont on va nous reparler, Joao, cet après-midi. Alors je reviens à cette vue 3D de la tête du canyon. C'est important parce que on va en reparler cet après-midi. C'est que, outre cette caractéristique dans ce canyon qui remonte très près de la côte, on va voir que la présence de ce trou si près de la côte va engendrer en fait des perturbations dans la propagation de la houle qui arrive du large. Et on verra comment ces perturbations et leur interaction avec la morphologie va générer en fait la célèbre vague de la Nord au niveau d'Osgore. Donc ça, on reviendra là-dessus cet après-midi à l'occasion d'une petite discussion. Alors, première particularité du gouffre, c'est sa proximité à la côte. Okay, l'autre grosse particularité du gouffre de Cabreton, c'est le fait que c'est un canyon qui est actuellement actif. Et quand on parle de canyon actif, nous géologues, ça sous-entend que c'est des canyons qui sont entretenus par l'activité d'avalanche sous-marine dans ces canyons. Donc, nous géologues, c'est ce qu'on appelle des courants de turbidité. Vous en avez ici des images de modélisation analogique dans des courants, dans des
dans des canaux en laboratoire. Donc c'est, imaginez un énorme panache turbide, donc d'eau très dense, rendue dense par la mise en suspension de sédiments dedans. Donc c'est assez similaire, assez analogue à une avalanche de neige que vous avez peut-être pu voir en vrai ou au moins en vidéo. Ben, imaginez la même chose sous l'eau. Donc des éboulements qui se produisent. Alors ça, on n'a pas encore complètement compris quelles peuvent être toutes les raisons qui génèrent en fait ces écoulements turbidiques, ces avalanches sous-marines. Et en tout cas, ce qu'on sait, hein, et ça c'est documenté, Ricardo, qui était venu il y a 2 ans, vous avez présenté des mesures du courantomètre fait, et qui documentait le passage de ces avalanches, globalement dans le canyon de Cap-Breton, que ce soit en étudiant les archives sédimentaires ou en étudiant les courantomètres qu'on a posés dans le canyon. On a grosso modo à peu près une grosse turbidite, une grosse avalanche par an dans le canyon actuellement. Donc on peut qualifier de canyon actif et bien actif. Alors, l'autre particularité, c'est que généralement les canyons qui sont actifs, on le sait, au travers du monde, c'est les canyons qui sont actuellement connectés à leur fleuve. C'est plus le cas pour le canyon de Cap-Breton, puisqu'il a été déconnecté définitivement en 1578 de la Dour. En fait, il faut savoir que naturellement, au cours du Quaternaire, c'est-à-dire l'ère géologique le plus proche de nous, naturellement, en fait, la Dour se connectait, puis se déconnectait régulièrement, hein, naturellement de sa tête. Donc en fait, là, l'homme est intervenu pour le déconnecter définitivement, je dis entre guillemets, parce que l'homme, c'est quoi à l'échelle des temps géologiques, quoi, hein. Alors, ça pouvait paraître dans un premier temps étonnant que le canyon soit encore actif alors qu'il est déconnecté. En fait, il y a pas mal de canyons où c'est documenté. C'est le cas pour le canyon de Cap-Breton, c'est aussi le cas pour le canyon de Monterrey. Ce type de canyon peut très bien être alimenté par ce qu'on appelle la dérive littorale, c'est-à-dire la houle qui arrive obliquement par rapport à la côte. Le fait qu'elle arrive obliquement, ça va générer un transport du sédiment parallèlement à la côte. Okay, là, en l'occurrence, du nord vers le sud, ça c'est très très bien documenté sur la côte, toute la côte aquitaine. Et donc à long terme, le sable migre vers le sud. Il y a une grosse partie, hein, du sable qui passe devant la jetée là, et qui naturellement dérive du nord vers le sud. Une partie qui est aidée avec le bypass que Cap-Breton a installé. Et puis il y a une autre partie, on le sait, qui va être piégée dans la tête, qui va se stocker dans la tête. Et régulièrement, la tête va se déstabiliser, elle va se vidanger, elle va se purger et déclencher donc des avalanches turbidiques. Il ne faut pas imaginer que tout le sable de la dérive littorale va être piégé par la tête du canyon. Alors là, je vais vous présenter les avancées récentes, entre guillemets, des recherches qu'on a fait sur le canyon de Cap-Breton. Je ne peux pas faire ça sans vous dire un petit peu sur quels moyens s'appuyer, etc. Quand je dis récentes, en fait, les études sur le canyon de Cap-Breton, bon, elles sont anciennes, mais on va dire que les études avec des moyens modernes, elles ont commencé grosso modo à la fin des années 90, et sous l'impulsion notamment de Jean-François Bourrier, et puis de mon prédécesseur à Bordeaux, qui est Pierre Sirac, et notamment avec ce bateau-là, avec plusieurs missions qui s'appelaient les missions ITSAS, qui ont été faites à la fin des années 90 et début des années 2000 sur le canyon. Depuis, il y a plein d'autres missions océanographiques qui ont été faites. Moi, personnellement, à Bordeaux, j'ai participé ou j'ai été chef de mission sur 9 d'entre elles depuis 2008. Alors, ces missions, c'est soit sur des petits bateaux, comme la Thalia, c'est un des bateaux que j'ai le plus utilisé, le bateau de l'Ifremer sur la tête du canyon. Ça peut être aussi des missions sur le plus gros bateau de la flotte océanographique, et pourquoi pas, qui est un bateau auquel a largement participé dans sa conception Jean-François. Et notamment, ça c'est une mission qu'on a fait en 2010, donc ça date un peu, mais c'était la mission Sargas, une grosse mission qu'on a fait, voilà, une mission d'1 mois en juillet 2010 avec ce bateau-là. Le Surroi, malheureusement, c'était un des bateaux qu'on adorait, nous les géologues. Il a été mis à la retraite depuis quelques années. Moi, c'est un des premiers bateaux sur lequel j'ai embarqué en mer Noire, donc sous d'autres, géographiquement des zones assez éloignées.
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces bateaux-là? Donc, on va chercher de la donnée en mer. Oui, mais quel type de données? Alors, Jean-François vous a parlé largement de ce qu'on appelle les sondeurs multifaisceaux. Donc, ça, c'est des outils qui nous permettent de faire une carte morphologique des fonds de la mer. Okay. On mesure des temps de trajet aller-retour d'ondes acoustiques entre le bateau et le fond. Ça nous permet de mesurer la profondeur, ce qu'on appelle la bathymétrie. On verra, depuis quelques années, on fait aussi autre chose avec ces sondeurs, et notamment, c'est là-dessus que va reposer un des nouveaux résultats que je vais vous montrer aujourd'hui. D'autres outils qu'on utilise depuis quelques années maintenant, c'est des ROV, donc des sous-marins, mais qui sont pilotés depuis la surface, hein, il n'y a personne dedans. C'est gros comme une Twingo à peu près, c'est le H-ROV Ariane, qu'on a utilisé dans le canyon en 2017, avec des biologistes, et des géologues et puis des chimistes. Mais je vous avais montré, voilà, en 2017 et 2019, je vous avais montré quelques images du canyon de Cap-Breton fait avec cet appareil. Ça permet d'explorer, de cartographier, mais également de prélever, comme l'a montré Jean-François, et notamment, on va voir, moi je vais vous montrer des échantillons prélevés avec cet outil dans le canyon de Cap-Breton. D'autres choses qu'on peut faire également, c'est poser des outils sur le fond avec un lest. Et puis là, par exemple, on a ce qu'on appelle une station ADCP. ADCP, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire courantomètre acoustique à effet Doppler. Donc peut-être vous connaissez l'effet Doppler. Donc ça c'est avec des ondes acoustiques, ça va nous permettre d'estimer la vitesse de particules qui sont en suspension dans l'eau. Et on suppose que ces particules se déplacent à la même vitesse que les courants qui les font bouger. Et notamment, ça nous permet, voilà, d'avoir documenté des passages d'écoulement turbiditique entre le fond et puis la station ADCP. Donc notamment, il y a des outils comme ça qui ont été mis dans le canyon de Cap-Breton dans la décennie dernière, hein, c'est-à-dire entre 2015 et 2016. Alors ce qui est important de voir là, c'est que là, ici, on n'a pas une vue géométrique d'une turbidite, c'est-à-dire d'une avalanche sous-marine, mais on a une vue temporelle. C'est-à-dire que la turbidite passe et mesure dans le passage dans le temps sous la DCP de ce système. Ce qui est important là, je ne sais pas si on ne voit pas l'échelle, mais c'est que ces avalanches turbiditiques là, c'est pas du tout aussi rapide qu'une avalanche de neige en mer. Et généralement, ces avalanches, elles vont durer plusieurs heures, plusieurs jours, voire ça peut dépasser la semaine, la durée de l'écoulement. Okay, donc c'est vraiment des choses qui durent très très longtemps. Autre outil sur lequel autre donnée sur lesquelles on peut travailler, c'est les carottes sédimentaires. Donc ça, c'est une des techniques les plus anciennes en géologie marine. On envoie un tube, voilà, qui est lesté de plusieurs tonnes de plomb, et puis le tube, par un petit mécanisme de largage, va arriver près du fond et quand il approche du fond, être largué, donc il va tomber sous son propre poids. Et aller prélever une certaine longueur de sédiment. Et bien sûr, en sédimentologie, hein, ce qui est important, c'est qu'une certaine longueur de sédiment égale un certain nombre d'années ou de milliers d'années. Donc c'est ce qu'on appelle une archive sédimentaire. Ça nous permet de remonter le temps. Moi, ça c'est un autre outil que j'utilise beaucoup, ce qu'on appelle la sismique réflexion. C'est une échographie des sédiments sous le fond de la mer. On utilise des ondes acoustiques à fréquence un peu plus basse que celle des sondeurs, et qui vont nous permettre de pénétrer dans le sédiment. Là, encore une fois, on mesure les temps d'aller-retour des ondes, et on essaie de positionner en profondeur les échos. Et ça nous permet d'imager non seulement le fond de la mer, mais ce qu'il y a dessous. Donc là, on a, par exemple, sur cette image, à peu près 1000 mètres de sédiments qui sont explorés en profondeur sous le fond de la mer grâce à cet outil. Alors du coup, j'ai fait deux groupes de données, hein, celles qui sont sondeurs multifaisceaux, les plongées ROV, les courantomètres ADCP, et puis à part, j'ai mis les carottes sédimentaires à la sismique réflexion. Pourquoi je les mets à part? Parce qu'en fait, tout ce qui est en haut là, ça nous permet de travailler sur la colonne d'eau et le fond de mer, c'est-à-dire on travaille sur l'actuel. C'est ce qui se passe actuellement dans le canyon ou sur les 20 dernières années, quoi. Et au contraire, les données du bas là, ça nous donne un accès à des données qui sont anciennes, des strates du sous-sol, des archives sédimentaires, et ça nous permet de remonter le temps sur des durées parfois assez longues, hein, c'est-à-dire sur plusieurs centaines de milliers d'années. La dernière fois que je suis venu à Cap-Breton, je vous avais montré des résultats issus de ce type de données-là, et notamment je vous avais montré l'existence d'un ancien canyon que
j'avais baptisé le canyon d'Osgore, mais il n'a pas encore de nom officiel. Et c'était plutôt sur des données voilà, qui permettent de remonter le temps. Là, aujourd'hui, je vais revenir sur des données qui sont plus en lien avec l'activité actuelle du canyon. Et notamment, je vais vous montrer moi, les zones que plus spécifiquement j'étudie à Bordeaux, c'est-à-dire la tête du canyon et puis la partie amont du canyon, c'est-à-dire les premiers kilomètres, premières dizaines de kilomètres du canyon. Et lors de mes venues précédentes, j'avais surtout présenté des résultats issus voilà, de données bathymétriques. Alors pour ceux qui connaissent, vous reconnaissez ici Cap-Breton, Osgore, à la tête du canyon, les roches connues des pêcheurs et des plongeurs, roches du Moulin, roches du Prat, roches du Champ des Vaches, les roches du Dôme Mordu sont jusqu'ici. Donc là, vous voyez, on est sur les premiers 10 km du canyon. Globalement, ici, vous avez 15 mètres de fond, là, au bord du canyon. Et puis ici, au bout, là, en bleu foncé, on est à 300 mètres de profondeur. On reconnaît ici quelques objets qu'a nommé tout à l'heure Jean-François. Ici, là, le passage des cascades Tep, c'est ça. Et puis ici, les petites gullies là c'est la Rec View, c'est ça? Oui, il y a un S, je ne sais pas si en gascon on prononce le S. Et la fameuse rampe là, avec la vague de la Normandie. Donc ce que je vous avais montré notamment, c'est qu'en revenant d'année en année avec le sondeur multifaisceau sur une même zone, on peut faire ce qu'on appelle un time-lapse, comme on peut le faire en photographie, c'est-à-dire faire avancer rapidement le cours du temps. Donc là, c'est à l'échelle voilà, de 20 ans, l'évolution de cette partie-là du canyon, entre 98 et 2018. Et on a à peu près une mission là tous les 3 ans, 5 ans sur cette zone-là. Et donc ce qu'on voit très bien, c'est que le canyon, lui, dans sa forme, ne bouge pas trop, ni dans ses limites, ni trop dans sa forme. Ce qui bouge beaucoup, c'est ce qui se passe au fond du canyon, d'accord, dans ce qu'on appelle le Talbec, dans le fond de la vallée. Ça bouge en permanence, ok. Et puis il y a d'autres endroits où ça bouge un peu plus profondément. On voit notamment ces deux petites vallées là, qui se creusent au cours du temps, celle-ci qui s'agrandit là. On voit les big points qui remontent au cours du temps, là, les marges d'escalier. Et puis ce qui s'est passé là, entre 98 et 2010, le creusement là, d'une énorme réseau de gullies, là, donc la Rec View. Alors si on met ça en carte différentielle, ça c'est un résultat de la carte de 2018 moins celle de 98, donc ça met en évidence que ça a été érodé, ce qui a été déposé. Donc on voit très bien qu'il y a des zones qui sont en dépôt, en bleu ou vert, là, puis des zones qui sont en érosion, en rouge. Vous voyez que l'érosion, elle peut être considérable, hein, parce qu'on atteint des valeurs par endroit qui sont de l'ordre de 25 mètres de sédiments en moins dans le canyon. C'est le cas ici dans ce méandre, là, au pied du Champ des Vaches. C'est le cas ici dans ces réseaux de gullies, là, à côté. Et puis, je vous ai aussi montré plus récemment comment la tête évolue. Donc ça aussi, c'est assez impressionnant. Ça, c'est l'image de 2001, pardon, où vous regardez bien ici, il y a un réseau de gullies, mais qui semble comblé. Et quand on est revenu en 2010, donc 9 ans plus tard sur cette zone-là, grosse surprise, hein, il y avait un énorme volume de sédiments qui a été enlevé. Alors, si on regarde l'évolution depuis ce temps-là, depuis 2010, en fait, voilà, on voit bien que ce soit dans le réseau de gullies ou dans la tête du canyon, en fait, la situation, elle n'est plus du tout à l'érosion, elle est plutôt au comblement. Ça se voit assez bien si vous regardez ce pointement rocheux, hein, et si vous regardez le sédiment, comment il évolue autour. En fait, le sédiment est en train de monter. La tête de canyon, actuellement, là, jusqu'à 2018, elle s'est remplie. Donc, elle est en phase là, de remplissage. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand est-ce qu'elle va se vidanger. Okay. Alors, ce que je vous ai aussi beaucoup montré depuis 2017, et ça, c'est clairement les plongeurs qui sont à l'initiative de ça, c'est des histoires de forêt sous la mer. Donc, je me rappelle, lors de mes premières venues, moi et Jean-François, on avait été interpellés par Nicolas et ses collègues. On a trouvé des troncs d'arbres sous la mer. Donc ils nous avaient ramené ces images-là. Donc des espèces de troncs d'arbres couchés sur le fond de la mer, ou parfois des espèces de colonnes encore debout, quoi. Et donc assez rapidement, avec Jean-François, comme on connaît un peu ça, on a dit ok, bon, c'est pas des troncs d'arbres, tant pis pour la belle histoire de la forêt sous la mer. Et ça, c'est connu ailleurs, c'est ce qu'on appelle des cheminées de sortie de fluide.
et notamment de fluides froids. Donc c'est du calcaire, c'est des carbonates, c'est de la tuyauterie. En fait, quand il y a un échappement de fluide sur le fond de la mer comme ça, généralement, il y a tout un écosystème qui va profiter de cette manne, et notamment des bactéries, des archées qui vont interagir avec ce méthane. Et en interagissant, bon, il y a des réactions chimiques complexes, ça aboutit en fait à la précipitation dans le sédiment de carbonate. Okay. Donc du coup, le nom officiel qu'on utilise, nous géologues, pour ces objets-là, c'est des carbonates autigènes. Autigène, ça veut dire que ça se forme dans le sédiment. D'accord. Alors dans le sédiment, mais pas profond, hein, ça se fait dans les premiers mètres ou dizaines de mètres sous le fond de la mer. Et puis éventuellement, il y a tout un écosystème sur le fond de la mer qui peut se mettre en place, comme nous en a montré tout à l'heure Jean-François. Pas dans le même contexte, c'était plutôt des fluides chauds, là, Jean-François nous a montré. Là, c'est sur des fluides froids. Alors, ça c'est assez bien connu à terre ou en mer. Ça, c'est des exemples, des analogues à terre et fossiles de ce genre de système-là. Ça, c'est en Nouvelle-Zélande, d'accord. Donc, on voit ces cheminées là, fossiles cassées ou encore dans leur dôme de sédiments. Ici, c'est beaucoup plus proche de nous, c'est dans le bassin du Sobrarbe en Espagne, en Aragon, dans la chaîne de Guara. Donc ces systèmes-là, voilà, vous voyez, ces cheminées fossiles piégées dans du sédiment, ici, qui sont des mares. Alors, sortie de fluide dans le golfe de Gascogne, c'est connu en fait, hein, c'était pas vraiment une surprise. La surprise, c'était d'en trouver si proche de la côte, ça c'était complètement connu. Mais des sorties de fluide, ça a déjà été documenté, notamment des sorties de fluide fossiles. Par exemple, moi en 2008, à mon arrivée à Bordeaux, j'avais été amené à travailler sur ce champ de pockmark. Les pockmarks, hein, c'est quoi? C'est des cratères sur le fond de la mer qui sont en lien avec ces sorties de fluide. Alors ça, c'est au large de Saint-Sébastien, là. C'est le champ de pockmark qu'on appelle le Costa Rincala, qui est dans les eaux territoriales espagnoles. Donc là, les plus gros pockmarks, là, ils font 800 mètres de diamètre à peu près. Il y a d'autres pockmarks, voilà, connus sur le plateau landais, notamment qu'on a découvert et documenté avec la mission Sargasse en 2010 sur le Topopa. Donc là, c'est une autre affaire. Là, on a des pockmarks qui font plusieurs kilomètres de diamètre. Ce qu'on voit très bien avec l'image de sismique réflexion que je vous ai montré, vous voyez, en fait, tous ces fortes amplitudes qu'on voit là, ce sédiment-là, on voit très bien qu'il épouse la forme d'un ancien pockmark. C'est-à-dire que le pockmark, là, il est clairement fossilisé et il est recouvert depuis très longtemps par du sédiment qui fait que napper en fait, la surface de ce pockmark qui est ancien. Donc que des sorties de fluides fossiles, bien connues. Et puis plus récemment, au cours de la dernière décennie, on a une collègue d'Ifremer qui a été amenée à travailler sur ce qui se passe au large du plateau aquitain, qui sont des sorties de fluides actives sur le rebord du plateau. Donc avec ici, dans la colonne d'eau, des sorties de gaz, des bulles, okay. Et puis surtout documentées sur place des encroûtements carbonatés, donc avec des dalles comme ça qui vont être, je pense, très similaires à ce que les plongeurs ont filmé, qui vont nous montrer, je pense en partie au moins tout à l'heure, dans nos zones. Donc ça, c'est des encroûtements carbonatés, du calcaire, avec dedans plein de petits bivalves là qui sont incrustés. Et ça, c'est en lien avec des sorties de fluide, et là, en l'occurrence, du méthane, qui est biogène. Alors, sur le site proche de la côte qu'ont découvert les plongeurs, nous, on a été amenés à se poser plein de questions. D'abord, la première, c'est est-ce que c'est bien des cheminées, ces choses-là qu'ils ont trouvées, des troncs d'arbres, entre guillemets. Si oui, est-ce que c'est associé à une sortie de fluide, et quel type de fluide? Ça, en fait, on n'avait aucune idée au départ. Et puis enfin, est-ce que ces sorties de fluide, elles sont fossiles ou est-ce qu'elles sont actives? Donc voilà le genre de questions auxquelles on a essayé de répondre ces dernières années et auxquelles on a répondu. Ça, c'est bien, la science avance. Pour faire ça, on a fait essentiellement 3 actions. La mission Apogée en 2017 avec des plongeurs. Une grosse action menée par les plongeurs du club à l'époque qui s'appelait Club des Aquanautes. Ça, c'était en décembre 2017 à l'occasion du tournage d'un reportage Thalassa, la récupération de gros échantillons qui m'ont ensuite été confiés par les plongeurs. Et puis l'année d'après, en 2018, un retour sur la zone avec l'utilisation du sondeur de sédiments en mode bathymétrique, mais aussi en mode colonne d'eau, c'est-à-dire on s'est intéressé à ce qu'il y a dans l'eau, et notamment on a cherché à savoir s'il y avait des bulles associées à ces sorties de flux. Donc depuis, on a bien avancé sur ces choses-là. Donc là, je vous montre une carte de tous les échantillons qui ont été récoltés
aussi bien par le sous-marin, le petit ROV, que par les plongeurs. Ça, c'est les sites explorés par les plongeurs. Donc ça, c'est de la science participative. Les échantillons, je les ai appelés Aquanaut 1, Aquanaut 2. Donc voilà à quoi ressemblent les échantillons prélevés avec le ROV, jusqu'à, vous voyez, jusqu'à 200 mètres de fond pour le site le plus lointain. Là. Donc, il s'appelle PL67, c'est le numéro des plongées. Hein. Plongée 67, plongée 76, etc. Avec les profondeurs, vous voyez, donc ça va de 200 mètres de fond jusqu'à le moins profond, ici, sur des roches de doigts mordus à 120 mètres de profondeur. Ça, c'est les deux échantillons que j'ai récupérés, ramassés par les aquanautes, avec notamment ce gros échantillon que vous connaissez, puisque, pardon, je vous avais fait circuler cette galette-là en 2019 dans le public, et puis un morceau a été donné à la MOP et exposé désormais au musée de Cap-Breton. Ça, c'est un autre petit échantillon que m'avaient donné également les aquanautes, de dimension plus réduite. Hein. Celui-là, il fait, vous voyez, quasiment 1 mètre de long. Celui-ci, il fait 20 cm de long. Et puis, il y a un autre échantillon qui s'est rattaché à ça. Alors, Jean-François peut être étonné, c'est CR17. Un échantillon qui a été prélevé dans les années fin 90 sur XAS 1 ou 2, je ne sais plus laquelle, à l'aide d'un carottier roche. Donc, c'est un échantillon qui était voilà, dans notre échantillonnothèque depuis des années, sur lequel on n'avait pas franchement bossé. Donc, qui a été prélevé ici à 57 mètres, sur la partie très externe de ce qu'on appelle les roches du champ des Vaches. On va voir ce qu'on peut faire avec ces échantillons. Alors, je vais vous montrer quelques analyses scientifiques, je vais essayer de vulgariser à fond. Donc ça, c'est l'échantillon des aquanautes numéro 1. Là, il a été découpé en lame mince, on l'a collé sur une lame de verre, ce qui nous permet de l'observer au microscope. Donc là, c'est une vue au microscope de ça fait 1 mm, là, vous voyez. Donc tous les petits points gris que vous voyez ici, c'est des grains de sable, tout simplement. C'est du quartz, d'accord. Et ça fait que cette roche-là, on appelle ça du grès, c'est-à-dire une roche constituée de sable solidifié, c'est du grès, ok. Et par quoi est-ce qu'il est solidifié, ce grès? Il est solidifié par tout ce qui est un peu rose autour, là, c'est ce qu'on appelle un ciment. Et cette couleur rose, là, au microscope optique qu'on utilise, c'est typique, en fait, d'un carbonate, c'est-à-dire de calcaire, d'accord. Ce qu'on voit aussi là-dedans, je dis qu'il est bioplastique, c'est-à-dire qu'il contient quelques petits débris d'organismes, comme des coquilles de bivalves qu'on voit ici, ou des morceaux d'oursin, comme par exemple ici. Donc voilà, qu'est-ce que c'est, en fait, ces échantillons? C'est du grès. Voilà, avec un ciment carbonaté. Alors le fait qu'il y ait un ciment carbonaté, c'est de très bon augure dans notre histoire, puisque ça suppose que ce ciment serait venu après les grains de sable, d'accord, et pour venir consolider cette roche, et éventuellement une partie de ce ciment a pu être fait par notre système là, autigène associé à des sorties de fluide. Donc c'est ça qu'on voulait chercher à trouver. Alors, ce qui va dans le sens aussi, bien sûr, des sorties et des cheminées de fluide, c'est la présence voilà, d'un conduit central, comme ici, sur plusieurs échantillons, qu'on voit ici transversalement. Hein. Donc c'est une cheminée centrale, donc ça va dans le bon sens. Sur place également, ça c'est des images faites avec le ROV, des objets qui sont voilà, en forme de colonne, ou des objets voilà, qui sont tabulaires, ça c'est des encroûtements verticaux, et qui sont reliés entre eux par des colonnes. Donc tout ça, ça va dans le bon sens, dans le sens de nos histoires d'encroûtement et des cheminées associées à des sorties de flux. Alors après on est allé un peu plus loin, donc ça c'est des méthodes que je ne vais pas rentrer dans le détail, ce qu'on appelle la cathodoluminescence, c'est toujours une vue au microscope. Ça c'est un trou dans la roche, c'est un pore, et en fait on regarde au cours du temps comment ce trou se comble au cours du temps par ce qu'on appelle la diagénèse, c'est-à-dire la solidification de la roche. Et là ce qu'on a permis de mettre en évidence avec cette cathodoluminescence, c'est deux étapes de comblement bien distinctes. Donc un premier ciment là, qui est sombre, donc ça serait le ciment d'origine standard, d'un grès marin standard, okay. Et puis surtout on a mis en évidence voilà, la présence d'un deuxième ciment. Donc ça c'est très bon pour notre histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu un deuxième élément dans la solidification de cette roche, et ça colle très bien avec notre histoire de sortie de fluide et de carbonate oxygène. Dernièrement, l'année dernière, où on est allé beaucoup plus loin, puisqu'on a travaillé sur ce qu'on appelle les isotopes, on utilise un spectromètre de masse, ça a été fait à Bordeaux. Les isotopes, c'est quoi? C'est un même élément, là, ici oxygène et carbone, dont les atomes peuvent présenter des petites variantes, des petites variations. Et en fait, en fonction du processus qui est à l'origine des roches,
à l'origine de la formation de ces roches, mais la signature ne va pas être la même. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément prendre, en fonction des différents processus, les mêmes isotopes. Et en regardant ces isotopes, on est capable de dire comment la roche s'est formée. Et donc notamment là, en faisant ça sur nos échantillons, on voit qu'il y a deux groupes très différents qui apparaissent. Le premier groupe, c'est ce qu'il y a ici, là. On regarde les isotopes de l'oxygène et du delta. Donc on a un échantillon témoin, là, c'est un grès standard qui a servi de référence. Et on voit que l'échantillon CR17, pris très au large, là, très loin dans le système des roches du Prat, est très proche en termes de signature de ce grès standard. Donc ça, c'est un grès marin standard avec un seul ciment. Et puis on a tous les autres échantillons prélevés par les aquanautes ou par le ROV, qui ont une signature très différente avec des delta O18 positifs et des delta C13 qui est négatif faible à fort. Donc vraiment deux groupes très distincts. Et ce qu'on sait dans la littérature, c'est que ce genre de signature-là, c'est typique de ce qu'on appelle du MDAC ou ChemDAC, ça veut dire Methane Derived Oxygenic Carbonate. Je traduis pour vous, ça veut dire que le fluide qui est à l'origine de ces carbonates, c'est du méthane. Okay, donc là, on a la preuve, en fait, par ces analyses isotopiques, que le fluide qui s'échappe au niveau de ces zones-là, c'est du méthane. Alors, donc on répond à deux questions. Oui, ce sont bien écheminés, oui. Et à quoi elles sont associées? À du méthane. Il y a une question qui reste. Est-ce que ces sorties de fluide sont actives ou fossiles? Et ça, c'est en s'appuyant sur les données de sondeurs de sédiments et les données de la colonne d'eau qu'on peut espérer y répondre. Donc là, c'est pareil. À l'époque, en 2018, on avait prospecté deux zones avec le sondeur de sédiments en mode colonne d'eau. La zone du champ des vaches et puis la zone des roches du Prat. Pourquoi si peu de zones? C'est que ces données-là, en fait, constituent un volume énorme de données. Ça gonfle considérablement le nombre de kilobits qu'on a à enregistrer sur le bateau. Donc on se contente de faire ça sur des petites zones. Et grosse surprise quand on a enfin dépouillé ces données-là ces dernières années, voilà, vous voyez ici, on est au large du champ des vaches, et on s'aperçoit que dans la colonne d'eau, eh bien, il y a des panaches par endroit. Donc ça, c'est un panache de bulles, okay. Et de façon très étonnante, ce panache de bulles, en fait, sur le fond, correspond à rien de particulier. C'est-à-dire qu'il est en dehors des zones où, justement, on supposait qu'il y aurait des panaches. Et on va le voir, ça c'est un peu pareil pour toutes les zones où on a trouvé des panaches comme ça. Notamment là, on a couvert toutes les roches du Prat, et les zones où on a des panaches, c'est seulement ici, au sud, dans l'Atlante. Donc encore une fois, ces données de sondeur de colonne d'eau, ça c'est les roches du Prat. Donc les plongeurs là, vous êtes déjà allés sur le rebord comme ça. Après c'est un peu trop profond pour vous, on est à plus de 100 mètres de fond là. Et puis on descend jusqu'à 200 mètres là. Et vous voyez à plusieurs endroits, là je vous montre qu'un profil, on a ces panaches de bulles dans la pente à plusieurs endroits. Là je reviens sur un de ces panaches, c'est joli, on regarde en 3D, et donc ça part du fond et puis ça remonte jusqu'à la surface. Donc si vous entendez dans la famille des pêcheurs qui ont parlé de bulles à la surface de la mer dans ces zones-là, c'est pas une légende, a priori, il y a bien des bulles à ces endroits. Donc, toujours dans cette zone-là, si on reste, là je vous montre une vidéo, en fait j'ai synthétisé tous les panaches qu'on a mis en évidence dans ce coin-là. Il y en a beaucoup. Et par contre, ils sont tous, vous voyez, ce que je crains, c'est à des profondeurs inaccessibles pour nos plongeurs. On a plus de 150 mètres de profondeur. Il y en a un par contre là qui est ici, qui est vraiment au bord. Il est très beau parce qu'on voit il est dévié par le courant de rebord de plateau. Les bulles sont complètement déviées. Donc celui-là, peut-être qu'il est accessible par vous à voir. Après, je ne garantis pas qu'il soit actif en permanence, ces trucs-là. Donc voilà globalement toutes les zones où on a vu des panaches. En fait, on a cartographié 37 sites actifs. Ce qui est très étonnant, voilà, c'est que les sites actifs, en fait, sont détachés des zones fossiles. C'est-à-dire que là, ça, c'est les zones où il y a des cheminées qui ont été trouvées par les plongeurs, ou qu'on a vu, nous, en plongée ROV. Et les sites actifs sont beaucoup plus bas. Alors, il y a peut-être quelques sites actifs qui sont accessibles là. Mais franchement, ceux-là, ils sont timides par rapport à ces sites actifs, en fait. Donc à la question sont-ils fossiles ou sont-ils actifs? Eh bien oui, certains sont actifs, mais étonnamment en fait là où on trouve les cheminées sont bien des fossiles. Donc pour l'instant on n'a pas mis directement en relation les cheminées actives et les cheminées fossiles et les zones actives.
Voilà, je vous remercie. Et c'est passé comme